Merci. Mauricia Platon, je ne vous présente pas, vous connaissez Mauricia Platon, vous connaissez José Massal, vous connaissez aussi l'orchestre des Titi Pou. Le Titi Pou Band, oui, parce que j'ai le plaisir d'être avec eux tous les soirs au théâtre du Gymnase Maribel. Dans Black Mikado. Dans le Black Mikado. C'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale anglaise qui est jouée par 30, on est 30-35 et je suis le seul visage pâle de la distribution. Au milieu d'une équipe très dynamique. Oui, oui. Les ballets sont réglés par Amadeus. Par Amadeus, oui. Et le texte le texte a été adapté par Pierre Daninos. Pierre Daninos. En fait, c'était une opérette anglaise qui est un classique de Gilbert et Sullivan et qui est remise au goût du jour par des Anglais et adaptée en France par Pierre Daninos. Oui, et ça fait du succès en Angleterre actuellement. Énorme, énorme. Et en France aussi. Ah oui, ça commence, oui, bien sûr, oui, ça marche bien. Et Pierre Daninos, d'ailleurs, j'ai relevé, je suis allé dimanche en matinée, j'ai relevé quelques répliques et on retrouve son humour. Ce qui dit par exemple, un grand homme se meurt, eh bien, lorsque son cœur lâche... Quand le cœur d'un grand homme cesse de battre, on donne son nom à une artère. Oui, alors c'est tout à fait Daninos, c'est merveilleux. Aussi, on fait un tas de plaisanteries. Le Mikado... Oui, c'est ça, le Mikado, qui est le roi, en fait, dit on peut faire des tas de plaisanteries, mais la plaisanterie d'État est la seule admise. D'ailleurs, il est très sévère dans la pièce, oui, musicale. Il est très sévère, ce Mikado, car il est interdit de s'embrasser en public. Oui, sauf dans les gares. C'est pour ça qu'il y a autant de monde sur les quais, d'ailleurs. Oui, là aussi, on retrouve Daninos. Oui, absolument. Mais ce Mikado, quel personnage aussi? Oh, le Mikado, c'est, pour vous le situer, c'est une sorte de petit tyranno, un peu, mais sympathique, quand même. Si vous voulez, c'est une sorte d'Amin Dada. Ah oui, ça doit plaire beaucoup aux Anglais aussi. Oui. À propos d'Adi Amin Dada, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire de cet Ougandais qui rencontre un Anglais qui dit « Chez nous, en Ouganda, c'est grande démocratie. En Ouganda, c'est la plus grande démocratie du monde. » Alors l'anglais est furieux et il fait « Non. En Angleterre, the best démocratie. En Angleterre, on peut aller trouver le Premier ministre, M. Wilson, et lui dire « Vous êtes un imbécile. » Essayez d'aller dire ça au président Adi Amin Dada. Il se retrouve quelques jours plus tard et l'Ougandais dit « Je suis allé voir Adi Amin Dada. Je lui ai dit, M. Wilson est un imbécile. » Il m'a dit « Bravo. » Enfin, revenons à Black Mikado. D'ailleurs, pourquoi ce contraste entre Black, c'est-à-dire noir, et Mikado, japonais? Parce que ça a été rajeuni. C'est une idée de producteur anglais. Avant, l'opérette était jouée par des Anglais, mais qui se maquillaient en japonais. Et puis, pour renouveler la chose, on a fait jouer ça par des Noirs. Et puis, ça apporte également cette ça musique apporte moderne, ce rythme, ce côté endiablé que ça peut avoir et que seuls eux peuvent faire. Oui, Guy Grosso, je vous interromps car nous avons appris interprété par Mauricia, et nous allons écouter maintenant un autre moment un autre extrait de cette comédie musicale, au moment où le bourreau, qui est joué par José Massal, fait la cour à à l'ami du Mikado pour oui, c'est un peu sa belle-fille d'élection, c'est-à-dire qu'elle devait épouser le fils du Mikado, mais le fils du Mikado s'en va avec la jeune première, et le bourreau, pour sauver plusieurs têtes, dont la mienne, ce qui est très important, accepte d'épouser Katisha, et là, on va le voir faire sa déclaration d'amour. En fait, c'est une histoire très drôle, mais très morale aussi, que tous les enfants peuvent voir, je m'empresse de le dire, pourquoi on a fait une matinée supplémentaire le mercredi, qui attire beaucoup de jeunes, d'ailleurs, et d'enfants. Très bien, merci Guy Grosso, et nous écoutons le bourreau maintenant faire la cour à la protégée du Mikado. Le bourreau, José Massal, en compagnie de Mauricia Platon. Oh willow, petite willow, petite bête, pourquoi t'es pour monnaie? Allez willow, petite willow, est-ce la loi de tout ce que dire tu sais? A-t-il un mec coriace en travers du palais, le moins souillé en secouant la terre? Sur appétant, je l'ai éprouvé. Oh willow, un amour malheureux, tu peux
envers moi, mon ami. Tu comprendras pourquoi je mourrai comme il fit, même si en ces passant, je ne pousse pas ce cri. Oh, Willow, Willow, Willow. Louis Vell, quand on dans les lycées et dans les collèges votre vie, je suis sûr qu'il y aura un petit cancre qui dira « Louis Vell est né à Avignon », alors qu'en réalité, vous êtes né où? À Paris, comme tout le monde. Bon, et est-ce que vous avez été journaliste? Jamais. Jamais. Bon, alors tout ça, c'est pour en arriver à vous dire que dans votre dernier film, celui qu'on voit actuellement un peu partout, et qui s'appelle « Quand la ville s'éveille », vous êtes parisien et journaliste. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a tenté dans ce rôle de journaliste? Ben, le fait que jusqu'ici, je n'avais jamais été journaliste. Mais vous savez, ce qui me tente dans une histoire, dans un film, c'est l'histoire exclusivement, avant tout. Ça n'est pas le rôle. Je suis un maniaque de l'histoire et j'ai beaucoup aimé l'histoire de Pierre Grasset. C'est une histoire très simple, très facilement lisible, qui ne traîne jamais, ce qui pour moi est un avantage majeur, particulièrement au cinéma. Ça marche un train d'enfer du début à la fin. Oui, et les truands sont très méticuleux. Enfin, c'est un film... C'est-à-dire, oui, il y a des truands, ça s'appelle Quand la ville s'éveille, parce qu'on prend le matin, on dit toujours qu'il y a une population laborieuse qui part au travail. Eh bien, parmi cette population laborieuse, il y a aussi des malfaiteurs qui, ce jour-là, préparent un coup. Et on les voit quitter leur famille, exactement comme des gens qui se rendent à un travail, n'est-ce pas? Celui qui a des enfants embrasse les enfants, sa femme lui dit tâche de ne pas rentrer trop tard, car elle ignore en réalité ce que va faire son mari. Alors il prépare un hold-up merveilleux, comme toujours dans les histoires de hold-up, il y a un grain de sable. Le grain de sable se présente pour eux, alors les bandits c'est Pellegrin et Grasset, se présente pour eux sous la forme de Marc Porel et moi qui sommes des journalistes. Nous rentrons d'une séance tardive à la chambre et arrivés à un carrefour, malencontreusement, on prend une rafale parce que c'est à cet endroit-là que travaillent les gens du hold-up. Et alors, le journaliste, il croit qu'on est démoli, et le journaliste, le photographe que joue Porel, qui est un bon photographe, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écroule sur le trottoir, il fait le mort et en réalité, il prend des photos. Si bien qu'il a en main un tas de photos pour permettre d'identifier. Seulement, il ne peut pas les donner à la police, etc. Oui, puis il ne faut peut-être pas raconter tout le film, parce que si on raconte tout le film, alors à ce moment-là, on va nous en vouloir, il n'y aura plus de surprise. Mais c'est un film, le caractère du film m'a plu par la grande sobriété, d'une part. Ça n'est pas étonnant quand on sait que Grasset était un ami de Jean-Pierre Melville. Il a beaucoup tourné avec lui comme acteur. Et c'est inspiré de ce style de film. C'est pour ça que Paris, les décors parisiens jouent un grand rôle, parce qu'il y a le Paris que nous connaissons tous, et tout d'un coup, un simple mouvement de la caméra nous fait découvrir un Paris exotique, insolite, et il se sert beaucoup. Et puis la qualité des sentiments que j'aime, parce que ce sont des sentiments... On s'aperçoit que ce qui meut à l'intérieur d'un groupe, les individus, d'un groupe à l'autre, même antagonistes, ce sont les sentiments, l'amitié, la confiance qu'ils éprouvent les uns pour les autres, qui les fait agir. Et alors maintenant, Louis Vell, vous allez changer tout à fait de sentiment, puisque je crois que vous partez en tournée. Oui, je vais revenir un petit peu au théâtre, et particulièrement au théâtre en province. Je vais partir 3 mois, parce que je ne suis pas allé en province depuis une dizaine d'années, et on m'en faisait le reproche souvent. On me disait alors quoi, vous n'aimez plus la province? Je dis pas du tout, au contraire. Et je pars donc 3 mois, janvier, février, mars, avec Nina, la pièce d'André Roussin. Vous passerez par Avignon? Je passerai par Avignon, oui, bien sûr, et Nina sera jouée par Rosie Vart. Ah, être à votre place. Je vous comprends. Le moins que l'on puisse dire de votre livre, Michel Droit, c'est que c'est un livre musclé, un livre vigoureux. Il vient de paraître aux éditions France Empire. Il s'appelle La coupe est pleine, mais pas tellement pleine de jolies fleurs comme celles que nous avons sous les yeux. Vous partez en guerre contre ce que vous considérez comme la décadence de notre temps. Alors vous êtes pour la famille, pour la morale, pour la patrie, pour l'honneur, toutes ces choses qui, vous le dites vous-même, lorsqu'on en parle dans un dîner, provoquent le fou rire. Oui, ils sont très démodés. Voilà. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Eh bien, j'ai écrit ce livre parce que, comme vous venez de le dire, j'avais sur le cœur un certain nombre de choses que j'avais envie d'exprimer. Et puis aussi parce que je pensais que je n'étais pas seul à les avoir sur le cœur et qu'un grand nombre de mes compatriotes
en avait assez, comme moi, d'entendre confondre délibérément et systématiquement liberté et licence, mutation et démission, culture et imposture, d'entendre tout le temps parler d'adapter la loi aux mœurs au lieu d'essayer de maintenir autant que possible les mœurs dans le cadre, etc. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, entre Vous n'avez autres pas choses. peur qu'on vous accuse d'avoir écrit un livre politique? Non, parce que je pense qu'il y a dans toutes les familles politiques de notre pays des gens, bien sûr il y en a qui ne pensent pas comme moi, mais il y en a aussi qui pensent comme moi, je dis bien dans toutes les familles politiques. Oui, sûrement. Je Pensez-vous avoir les jeunes avec vous? Vous savez, je n'aime pas beaucoup cette désignation globale, les jeunes. Je trouve qu'on en a trop abusé à des fins commerciales et à des fins politiques. Vous savez comme moi qu'il y a des jeunes de tous les âges, de toutes les catégories, de toutes les pensées. Alors il y a certainement des jeunes qui n'aimeront pas mon livre, qui réagiront contre celui-ci, et je ne le leur reprocherai certainement pas, car moi aussi je suis en réaction contre beaucoup de choses, mais je pense qu'il y en aura, et je sais qu'il y en a déjà, qui sont d'accord avec ce livre. Et ça me semble important, qui m'ont écrit, puis qui me l'ont dit. Il y a une phrase que j'aime bien dans votre livre, vous dites à un certain moment, l'ordre établi est devenu une maladie honteuse. Oui, une maladie honteuse qui est un prétexte pour certains à tenter d'établir le désordre par tous les moyens, et partout. Vous avez aussi beaucoup parlé de l'avortement. Et vous êtes très sévère. Vous parlez de l'avortement par convenance personnelle. C'est votre phrase exacte. Oui. Est-ce que vous ne pensez en l'opposant à l'avortement thérapeutique. Bien entendu, oui. Est-ce que vous ne pensez pas malgré tout que les femmes sont libres de disposer d'elles-mêmes? Je pense qu'une femme est tout à fait libre de disposer d'elle-même. C'est pourquoi je suis à 100% pour la contraception. Je ne suis pas pour la délivrance de la pilule aux petites filles de 14 ou 15 ans, aux petites jeunes filles de 14 ou 15 ans, sans l'avis de leur famille. Mais je suis pour la contraception. Je trouve tout à fait naturel qu'un homme et qu'une femme puissent concevoir ou ne pas concevoir un enfant quand ils en ont décidé ainsi. Mais à partir du moment où l'enfant est conçu, les choses changent. Et disposer de soi-même, pour une femme, ça ne veut pas dire disposer, avoir le droit de disposer de l'enfant qu'elle est en train de concevoir et qui est déjà un être très différent d'elle, qui est déjà la promesse de ce qu'il sera un jour, avec sa propre physionomie, avec son caractère, avec son destin. Vous savez comme moi qu'un embryon de 10 semaines, je prends 10 semaines exprès puisque c'est la limite de la légalisation de l'avortement, un embryon de 10 semaines a déjà un cerveau qui est constitué et qui fonctionne, qu'il a un cœur qui est constitué et qui bat, qu'il a des mains et des pieds qui sont formés, qu'il peut déglutir, qu'il peut remuer les lèvres, qu'il peut serrer le poing, etc. Alors c'est tout cela qu'une femme, parce qu'elle veut disposer d'elle-même, va condamner à mort et va jeter au rebut, va faire arracher de son ventre et va jeter au rebut. Je crois que la libre disposition de soi-même ne va pas jusque-là. Vous savez, je conçois, j'admets qu'il y ait une différence entre à la naissance et l'avortement à 10 semaines. Mais pour moi, cette différence n'est qu'une différence de 6 mois et demi. Effectivement, oui. Vous savez ce que disait Pyrrhon le sage, le grec, pour ou contre, il y a toujours d'égales raisons. Oui. Et comme vous avez énormément de talent, vos raisons sont extrêmement convaincantes. Gentil. Vous avez aussi parlé de la pornographie. Je dois dire que vous n'avez pas tellement insisté sur ce sujet. Oui, c'est cela. On peut difficilement ne pas en parler dans un pamphlet où l'on passe en revue la dégradation actuelle des mœurs, le délabrement actuel des mœurs, mais enfin je n'ai pas insisté. Vous n'avez pas insisté, vous avez eu raison, parce qu'au fond, la pornographie, on a l'impression que c'est quelque chose qui devient rétrograde, qui devient démodé. On n'en est pas encore là. Ah, moi je crois tout de même. La preuve, c'est qu'au club de 10 heures, nous avons des artistes qui préfèrent montrer leur talent plutôt que leur nombril. Ah bah alors là, ils ont bien N'est-ce raison. pas, Victor Lanoux? Oui. Ben, mon cher Victor Lanoux, vous avez écrit 2 pièces qui ont fait le bonheur de la critique, ce qui est rare, et du public, ce qui est plus profitable encore. Oui. Le Tourniquet et le Péril Bleu. Vous êtes comédien, avec le même bonheur. Vous faites la cuisine, mais une chose que vous n'avez jamais fait, c'est d'être artiste de variété. Est-ce que par hasard, vous auriez une dent contre quelques-uns d'entre eux? Non, attention, j'ai été artiste de variété. Vous avez été artiste de variété? J'ai fait du cabaret pendant 5 ou 6 ans et du music-hall. Oui, mais c'était avant la gloire. Non, moi j'ai ras-le-bol de rien du tout. Disons que j'ai un peu ras-le-bol de l'automobile, en fait. Je vais vous raconter une anecdote qui peut vous amuser. L'autre jour, je roulais dans mon automobile sur les quais de la Seine. Vous savez, je passais à proximité de la maison de la radio. Et puis j'ai entendu un artiste de variété qui disait, c'est Léo Ferré, je crois, pour ne pas le nommer, qui disait un truc du genre moi fais chier con, je sais pas quoi, que de son vocabulaire habituel. Il disait moi j'ai ras-le-bol de tout, lui il avait ras-le-bol de tout, il n'y a qu'une chose qui m'émeut dans la vie. Il a dit
Voilà, une chose qui m'émeut, je vais vous raconter une anecdote, disait-il. Un jour, je passais dans la rue, j'allais faire une espèce de merde, une télé ou je sais pas quoi, c'est toujours Dixit Ferret. Et il dit, il y a un gars en bleu de travail, qui est passé à côté de moi et qui a fait « Salut Léo ». Et là, il ajoute « J'ai pleuré ». Alors moi, j'ai eu un soubresaut comme ça, hein, j'ai été tellement surpris et agressé par la phrase que j'ai failli me filer à l'eau avec ma voiture, donc je dis ras-le-bol l'automobile. Absolument, c'était une raison suffisante et nécessaire. Voilà. Bon, alors, en dehors de tout cela, vous avez le temps de prendre un stylo, de vous mettre devant une table, d'écrire une pièce de théâtre. Oui. Et qu'est-ce que vous écrivez en ce moment? Bon, j'écris difficilement, mais j'écris une pièce pour l'année prochaine, j'espère monter à la rentrée prochaine, qui s'appellera, je crois, Rétrospective. Je ne peux pas vous la raconter parce que... Non, non, je ne vais pas vous la raconter. Il y aura un rôle pour Marie-France Pizier je crois pas, non. Ça commence bien. Mais il y a un rôle pour une vieille dame seulement, si j'ai bien compris. Oui, c'est une histoire de vieux. Hein, c'est une pièce, je crois. Ça pourrait se sous-titrer « On est toujours le vieux de quelqu'un ». Alors avec plein de flashbacks pour qu'on puisse voir des visages jeunes, j'imagine. Oui, avec des flashbacks, avec des... Enfin, c'est une mosaïque. Je peux vraiment pas la raconter. Hein, alors pour l'instant, vous êtes dans le cinéma, d'ailleurs, jusqu'au cou. Oui. Absolument. Et alors il y a deux films où vous paraissez qui sortent ces jours prochains. Le premier, c'est Adieu... Enfin, c'est le second plutôt, c'est Adieu Poulet. Oui. Qui est de qui? De Pierre Garnier de Fer, un scénario de Francis Weber avec Lino Ventura et Patrick Devers. Vous récitez la leçon à merveille. Oui, Adieu Poulet, qui est un très bon film tiré d'un roman de Laborde, je crois. Et vous faites quoi là-dedans? Je fais un député qui n'est pas un député de la majorité ni de l'opposition, c'est un député au-dessus des partis. Voilà, il est honnête ou malhonnête? Vous savez, quand on est au-dessus des partis, je ne pense pas qu'on puisse être très honnête, mais il est au-dessus des partis. C'est sa définition. Parfaitement. Et alors, il est poursuivi par Lino Ventura. Il est poursuivi par un commissaire très intègre, etc., qui cherche par tous les moyens à le coincer parce qu'il a trempé dans une affaire pas très jolie. Bien. Alors maintenant, Cousin Cousine, c'est qui? Cousin Cousine, c'est un grand film, un beau film. Je crois que Marie-France Pizier, qui est là, va mieux nous en parler. Hein. Les deux, on dit que les femmes sont bavardes, mais vous remarquerez que nous, on n'a rien. Non, mais on va vite, on est obligé de tout dire. Bon, alors Marie-France, pendant qu'il se taise une seconde, et que vous avez des choses importantes à dire. On a dit dire. l'essentiel, vous dites les futilités. Alors, qu'est-ce que c'est ce film? Cousin Cousine, c'est une comédie douce amère de Jean-Charles Taquella, où il y a Victor Lanoux et moi, nous sommes couple. Il y a aussi Marie-Christine Barrault et Guy Marchand et Ginette Garcin. Et moi, je joue le rôle d'une maniaco-dépressive. Une maniaco-dépressive. Eh bien, madame, écoutez... J'arrête pas de faire des cures de sommeil. À chaque fois que j'en sors pour me réadapter à la réalité, je tombe sur lui. Ce qui fait que ça n'arrange rien du tout, oui. Je repars en cure de sommeil. Bon, et après, vous allez commencer à tourner un autre film? Oui, je tourne en ce moment un autre film qui s'appelle Serrail, qui est du scénariste de Jacques Rivette, qui s'appelle Eduardo de Gregorio. Et vous êtes toujours une maniaco... Non, pas du tout. Là, c'est un film érotico-fantastique et ça joue sur un autre... Vous noterez la richesse des termes. Absolument, c'est pour aller plus vite. Vision des femmes, hein, comme vous le dites. Bien, vous n'avez jamais joué au théâtre? Si, j'ai joué un tout petit peu au théâtre avant de commencer à faire du cinéma, mais malheureusement... Bon, alors il faut faire un appel. Parlez-en à Victor, tout le monde parlez-en. Il faut lui écrire un rôle dans une pièce pour qu'on la voie au théâtre. Elle est tellement bien au cinéma. Elle est tellement bien au cinéma, mais elle peut faire les deux. Il n'y a pas de raison. Vous faites bien, vous. Bien. Bon, eh bien, Marie-France, après ce film, vous aurez encore plein de choses l'année prochaine, je crois. Des tas, oui, ça va bien. Et là-dedans, c'est donc un film doux amer. C'est un très beau film. C'est un très beau film. Un film drôle. Très bien joué, très bien réalisé. Non, mais je dis pas ça comme ça. Et qu'il faut aller voir. Oui, c'est un film qu'il faut aller voir. C'est un film important, oui. C'est un film important. Vous ne voulez pas me redire le titre? Cousin Cousine. Cousin Cousine. Bon, bah alors, somme toute, vous avez commencé à tourner dans Cousin Cousine. Ça devient une affaire de famille entre vous. Je crois que vous ferez du cinéma ensemble. Sûrement, sûrement. Pierre-Hervé Bazin, nous ne parlerons pas du prix Goncourt, on en a trop parlé depuis quelque temps. Oui, c'est fini. Je suis content de te voir en bonne santé, il n'y a pas eu de bombe, etc. Mais nous parlerons de Roland d'Orgelès, que nous avons perdu il y a 2 ans, et je suis heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Madeleine d'Orgelès. Nous venons de rappeler aujourd'hui sa mémoire, puisque vous avez réuni des textes presque inédits, parce qu'on m'a bien oublié de lui. Vous avez dans des revues ou dans des occasions? C'est-à-dire qu'il y en avait qui n'avaient pas été publiés du tout. Et il y avait d'ailleurs un gros magma, de quoi faire 4 ou 5 livres. Il a fallu trier. Il y avait des contes, des nouvelles, des poèmes, des articles. Mais là, en l'occurrence, ce sont des portraits, images et aussi hommages, dit-on. Et en effet, ce sont des portraits affectueux pour la plupart, ou même admiratifs. Disons qu'il y a une 40aine de portraits qui ont été sélectionnés justement parmi ces divers papiers.
Certains sont connus. Certains étaient faits à double, triple exemplaire. Ainsi, par exemple, Courteline, il y en avait 11. Il y avait 11 portraits de Courteline. Oui, mais alors, cher, le Courteline était, pour Roland d'Orgelès, presque un père. Il faut dire qu'après la mort de Courteline, Roland a été merveilleux pour Madame Marie-Jeanne. Il aimait beaucoup Marie-Jeanne Courteline. Oui. Marie-Jeanne l'appelait son gosse. Et elle prétendait que sans lui, elle aurait vendu des fleurs sous une porte cochère. C'était presque... probablement pas tout à fait exact, mais enfin, Roland s'est beaucoup occupé d'elle. Il l'a défendue vis-à-vis de ses éditeurs, vis-à-vis... Alors le livre commence par un portrait du Trilot que Roland a bien connu à Montmartre, et c'est un texte admirable d'ailleurs. Oui, c'est peut-être l'un des meilleurs textes. Il n'y a pas bien entendu que des écrivains, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des gens de l'Académie Goncourt, il y a des gens de l'Académie française, il y a un petit peu tout. Il faut tout de même penser que Roland a connu tout ce qui comptait en France pendant 60 ans. Il a été 43 ans à l'Académie Goncourt et 19 ans président. Alors évidemment, il avait des souvenirs. Alors vous, cher ami, vous avez épousé Roland dans son second âge, vous avez connu quelques-uns de ses amis, de Segonzac par exemple, dont ici il y a un très beau portrait. C'était un ami très précieux pour Roland, un compagnon de guerre aussi. Est-ce qu'il était fidèle à ses souvenirs, à ses amis? Très fidèle en amitié, vous en savez quelque chose, et beaucoup de personnes qui m'écoutent également. Et il était très fidèle au point que lorsque nous passions dans Paris, devant une maison qu'avait habité un de ses amis, Carco, je cite, ou bien René Blum, qui était son meilleur ami, il disait bonjour René, bonjour Francis. Et quand il se promenait dans Paris, il était triste souvent, car il me disait, je crois, me promener dans un cimetière, tellement il y a de plaques d'amis dans les rues. Alors maintenant qu'il n'est plus à l'Académie Goncourt, quelle est l'atmosphère? Il manque, hein? Vous savez, l'équipe, il y avait une équipe Roland d'Orgelès, une équipe qui a duré près de 20 ans, et qui avait un ton tout à fait différent de la nôtre. Il l'animait complètement, enfin, c'était lui l'âme de cette équipe-là. Quelle est la différence? Eh bien évidemment, nous n'avons plus tout à fait les mêmes rapports, ni avec la presse, ni avec les mass-médias. Et entre vous? Et entre nous, non plus. C'est tout à fait différent. Ils se connaissaient, c'était quand même une équipe qui s'était presque entièrement cooptée à partir de la butte. Oui, Carco. Il en parle beaucoup d'ailleurs, même dans son livre de la butte. On oublie trop que d'Orgelès c'est un homme très multiple. C'est pas seulement l'homme qui a parlé de la guerre avec les croix de bois, avec les cabarets de la belle femme, etc. C'est un homme très complet. Mais c'est un homme très complet, c'est un homme qui a écrit aussi sur Montmartre, qui a écrit beaucoup de relations de voyage sur la route mandarine, partir, etc. Et qui a fait également des ouvrages sur la littérature, qui étaient vraiment le résultat de ses lectures de Goncourt. Et alors, dans il est extrêmement complet. Tu parles d'un Goncourt, il y a un portrait d'un Goncourt qui est un petit chef-d'œuvre, c'est le portrait de Rosny Aîné. Oui. Ce sont des pages adorables, parce que moi j'ai connu dans ma prime jeunesse, parce que j'ai publié mes premiers livres, Rosny Aîné, j'ai retrouvé Rosny Aîné. D'ailleurs, dans tout ce livre, on retrouve aussi, et surtout peut-être Roland, car il est vivant à toutes les pages. Bien, j'espère que ce n'est pas le dernier et que nous aurons la joie un jour ou l'autre, bientôt j'espère, d'avoir encore une fois un Roland d'Orgelès. Je l'espère aussi. L'accordéon est un instrument magique. L'accordéon, ça sait accompagner les chansons, ça sait faire danser et ça sait se faire écouter tout seul quand c'est un accordéon classique. Claude Chevalier, restez assis, je vous en prie, les accordéonistes sont les seuls hommes à qui je donne la permission de rester assis quand je suis debout, à cause de l'instrument. Il y a longtemps que vous travaillez tous les quatre? Oui, il y a à peu près 2 ans que nous avons monté ce quatuor déjà. Et vous avez fait du bal musette avant ou pas du tout? Oui, nous avons tous fait du bal musette, bien sûr. L'accordéon fait toujours du bal musette. Oui, mais c'est une entreprise courageuse. Vous avez complètement laissé tomber pour monter ce quatuor classique. C'est ça, oui, nous avons lâché complètement le bal musette. Oui, vous avez dû répéter beaucoup quand même, c'est pas la même chose. Oui, nous répétons beaucoup, nous cherchons, nous fouillons, il faut beaucoup écouter aussi. Quels sont les musiciens classiques qui se prêtent le mieux à l'accordéon? Nous jouons beaucoup Mozart, Bach évidemment. Oui, ils ont fait leur preuve, ça va. Hein, ça
Et auprès du public, l'accueil est aussi chaleureux que pour un orchestre, un autre orchestre, un orchestre plus classique que l'accordéon? Au début, nous avions très peur, mais nous avons été agréablement surpris. Comme quoi, quand la musique est belle et qu'on joue bien, ça va tout seul. Vous voulez me dire le nom des preux chevaliers qui sont là? Oui, bien sûr. À l'accordéon cello, Pierre Delaveau. Pierre Delaveau. À l'accordéon alto, Raymond Chabot. Raymond Chabot. Et au deuxième accordéon, Luigi Piazzon. Luigi Piazzon. Quels sont les projets? Vous m'avez dit que vous alliez jouer le 8 décembre pour les personnes âgées, je crois. Oui, c'est ça, le 8 décembre, nous jouons pour les personnes âgées du 4e arrondissement à l'église de Saint-Méry, à 20h. Un extrait grand disque de votre grand album où il y a Bach et Mozart. Oui, le dernier mouvement de la petite musique de nuit de Mozart. C'est ce que vous jouez maintenant? Bon, eh bien, je vous écoute. Thank you.